Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Votre chair est la porte, notre sang est la clé. J'ai toujours pris soin de Jeanne. Je l'ai toujours appelée ma petite sœur, même si elle est née quelques minutes après moi. Et même si c'était une plaisanterie entre nous, je me suis toujours senti responsable d'elle. C'est en partie dû à notre mère. À l'âge de 5 ans, nous étions habitués à faire périodiquement nos valises pour passer quelques jours chez tel ou tel parent. À l'époque, on nous disait simplement que notre mère était malade ou qu'elle traversait une période difficile. Plus tard, nous avons compris qu'elle était schizophrène, qu'elle fonctionnait à peine et qu'elle avait de graves problèmes d'alcoolisme. Mais ce n'était pas grave, car malgré tout cela, je serai toujours là pour Jeanne. Je serai toujours son grand frère jumeau. L'autre raison pour laquelle je m'occupais tant d'elle était qu'elle le voulait. En grandissant, je me suis fait quelques amis, et à défaut d'être populaire, je n'étais pas socialement rejeté à l'école. Mais Jeanne a toujours eu des problèmes avec les autres. À l'école, elle restait avec moi quand elle le pouvait, et elle était toute seule le reste du temps. En présence d'étrangers ou même dans la maison d'un membre de la famille, elle s'accrochait à moi comme une rainette effrayée, les yeux écarquillés et la respiration à la limite de l'hyperventilation. Mais tout cela n'était pas grave. J'aimais Jeanne et je détestais à peu près tous les autres, y compris les soi-disant amis que j'avais à l'école. Mais surtout, je détestais notre mère. Même quand j'ai commencé à comprendre qu'elle était censée avoir des problèmes mentaux, j'ai vu dans son manque de maîtrise de soi et son apathie à l'égard de ses propres enfants des signes d'une faiblesse répugnante. Nous étions là, mis au monde contre notre volonté, et elle ne pouvait même pas se donner la peine de nous surveiller ou de nous nourrir la moitié du temps. À 7 ans, j'ai souhaité sa mort pour la première fois. À 8 ans, c'était devenu une prière quotidienne à une chose inconnue. L'été où nous avons eu 8 ans a été un grand tournant pour moi et Jeanne. Nous étions encore des enfants, bien sûr, mais nous avions atteint un point d'autosuffisance tel que même notre famille, la mieux intentionnée, ne nous appelait et ne prenait de nos nouvelles qu'une fois ou 2 par semaine. Nous étions un fardeau pour eux, voyez-vous, un ennui. Ils avaient leur propre vie, leur propre petit monde parfait, et le fait que notre mère soit une merde leur apportait des soucis et de la culpabilité. Dès qu'ils pouvaient apaiser ses pensées et ses sentiments en se disant que nous étions comme des petits adultes et matures pour notre âge, ils s'en allaient et ne se retournaient jamais. Le fait que nous soyons des petits adultes, si matures pour notre âge, était 2 répliques que nous recevions lorsque quelqu'un était prêt à partir. C'était toujours l'excuse qu'ils trouvaient. Et ce n'était pas grave, parce que premièrement, on les emmerdait, et deuxièmement, on était toujours là l'un pour l'autre. Nous aurions pu faire à peu près tout ce que nous voulions dès notre 8e été. Pratiquement aucune surveillance. Une maison suffisamment éloignée pour qu'il n'y ait pas de voisins curieux pour voir ce que nous faisions. Et un besoin désespéré de trouver quelque chose à quoi s'intéresser. Je suis convaincu que la plupart des choses profondes et remarquables, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont découvertes parce que quelqu'un s'ennuie à mourir. La première fois que j'ai tué un animal, je ne me souviens même pas de l'avoir fait. Je me souviens juste de m'être tenu au-dessus du chat, un couteau de poche ensanglanté à la main, en fixant Jeanne, qui me regardait avec une expression qu'elle ne m'avait jamais envoyée auparavant. C'était la peur. En regardant ses yeux écarquillés, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée ou effrayée. Mais il s'est passé quelque chose de miraculeux. Elle s'est approchée et m'a pris la main. Je suis resté immobile, incertain de ce qu'il fallait faire ou de ce que cela signifiait. Puis elle a souri et m'a demandé de lui montrer comment faire. J'ai ressenti un tel soulagement que je me suis mis à pleurer. Je lui avais caché ses pulsions grandissantes, de peur qu'elle ne comprenne pas. Mais tout comme j'ai été toujours là pour elle, elle a toujours été là pour moi, et je devais mieux comprendre et apprécier cela.
Je lui ai donc montré comment j'avais attrapé le chat et planté le couteau dans son cou. Même à l'époque, mon idée n'était pas de torturer ou d'être cruel. Seule la mort et la chair comptaient. Quelque chose en moi l'a compris dès le début. Mais ce n'est que lorsque j'ai expliqué tout cela à Jeanne que je l'ai vraiment reconnu. D'une certaine manière, nous étions tombés sur une sorte de vérité. En guidant la main de Jeanne sous la mienne, le sang du pauvre chat l'empêchait de tenir le couteau pendant que je lui expliquais comment couper. J'ai su alors que je n'étais pas malade. Je ne voulais pas faire de mal aux animaux ou aux gens. Pas du tout. Je voulais juste connaître la vérité qui vibrait dans mon âme depuis des mois. Et je pouvais voir dans les yeux de Jeanne que la même inquiétude désespérée résidait en elle. Il nous a fallu un certain temps avant de comprendre la source de ce terrible besoin. Et à ce moment-là, nous avions déjà beaucoup progressé. Nous étions des enfants qui erraient seuls dans le désert. Parfois littéralement en jouant à des jeux, en explorant de nouveaux endroits et en développant les subtilités de nos croyances. Mais au lieu de cela, et plus important encore, nous marchions main dans la main dans notre propre voyage, faiblement éclairé à travers les couloirs ombragés de notre âme commune. Nous voyagions vers quelque chose de réel et de magique qui se trouvait juste hors de portée. Mais tout cela viendra plus tard, pas ce jour-là. Ce jour-là, je n'étais qu'un grand frère fier, tenant la main de sa petite sœur, lui apprenant à tuer proprement. « Alors c'est ici, hein ?» J'ai essayé de ne pas laisser transparaître l'incertitude dans ma voix, surtout parce que je ne voulais pas qu'elle trahisse la peur et le doute que je ressentais. Darcy s'est retourné vers moi, tout en continuant à me tirer vers l'avant avec un sourire. « C'est ici, boulet, ça n'a pas l'air de grand-chose parce que, c'est un peu le but. » Elle ralentit pour s'arrêter et me regarda attentivement, les yeux plissés. « Tu n'es pas en train de me faire la moue, n'est-ce pas ?» J'ai senti mon estomac se nouer. Cela ne faisait que 2 mois que je sortais avec Darcy, mais j'avais déjà l'impression d'être amoureux d'elle. Elle était merveilleuse. Mais elle était aussi tellement différente de toutes les personnes que j'avais connues auparavant. Je savais qu'elle prenait parfois de la drogue, ce que je n'aimais pas particulièrement, mais elle ne me l'imposait jamais. Alors j'essayais de l'ignorer. Mais sa fascination pour l'occultisme... Au début, j'avais plutôt pris cela pour une blague. Puis j'ai supposé qu'elle faisait partie d'une secte que je ne connaissais pas trop. Eh bien ça, c'était cool. J'ai l'esprit ouvert, n'est-ce pas ? Je lui ai donc posé quelques questions à ce sujet. Elle s'est montrée très ouverte en m'en parlant, et j'ai vite compris qu'il ne s'agissait pas, pour elle, de foi ou de rituel. Elle s'est décrite comme une occultiste de passage, et au début, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Lorsque je le lui ai dit, elle a roulé des yeux et rigolé. Elle m'a répondu « Je ne veux pas que tu n'apprécies pas mes tournures de phrases intelligentes. Un occultiste est quelqu'un qui est prêt à tout. Il sait qu'il existe des choses qui peuvent lui donner du pouvoir et de la connaissance. Mais il ne se cantonne pas à un ensemble de croyances ou de pratiques. J'ai rencontré quelques personnes comme moi ces dernières années, et la plupart d'entre elles ne sont pas du tout religieuses. C'est un peu comme un intello scientifique qui regarde différentes expériences pour voir lesquelles fonctionnent et peuvent être reproduites. » Elle penche alors la tête et fronce les sourcils. « Est-ce que ça a un sens, tout ce que je dis ?» Je lui ai répondu « Donc, tu vas à différents rituels occultes et autres et tu vois ce que tu peux en tirer, c'est ça ?» Elle s'est penchée en avant et m'a embrassé rapidement. « Exactement !» Elle regarda le plafond et continua. « En fait, j'ai prévu d'aller à un événement occulte souterrain assez spécial dans quelques jours. Je n'allais pas t'inviter parce que je ne veux pas que tu sois effrayé, mais si tu penses que tu es prêt pour ça, j'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. » Je me sentais nerveux, mais je n'aimais pas l'idée qu'elle aille seule à un truc bizarre, et je voulais la soutenir. « Oui, bien sûr, c'est où ?» Elle m'a répondu que c'était à Détroit. Darcy m'a expliqué qu'au cours des dernières années, Détroit était devenu l'un des plus grands lieux de rassemblement pour les activités occultes sérieuses, ou comme elle l'a dit, de la vraie merde hardcore aux États-Unis. Elle a vaguement laissé entendre qu'il y avait plusieurs raisons à cela.
Mais l'une des plus importantes et des plus pratiques était qu'il y ait des blocs entiers de bâtiments abandonnés dans des parties de la ville où personne ne se souciait le moins du monde de ce que vous y faisiez. Entrer et sortir pouvait être un peu risqué, mais quelqu'un de malin peut avoir accès chaque nuit à au moins 2 rassemblements ou rituels différents. Tout cela me paraissait très étrange, et mes doutes ne faisaient que croître à mesure que nous approchions de l'ombre imposante de ce qui semblait être un immeuble de bureaux abandonné. 2 rues plus loin, nous avions vu une meute de ce qui semblait être des chiens sauvages courir dans la rue. Mais depuis lors, je n'avais pas vu le moindre signe de vie. Ce bâtiment était vide, les vitres brisées de ses fenêtres fixant un visage mort fait de briques défraîchies et de mortiers croulants. Soit elle s'était trompée d'adresse, soit nom et carte d'identité. Voilà ce qui m'a sorti de mes pensées. Cette question. J'ai sursauté et j'ai à peine étouffé un glapissement lorsqu'un grand homme vêtu d'une chemise de golf et d'un jean est sorti de l'ombre en tenant une planchette à pince. « Putain, mais qu'est-ce qui se passe, Darcy ?» Darcy était déjà en train de fouiller dans son sac à main et me lançait un regard embarrassé. Mais l'homme s'est contenté de me jeter un regard lourd et de se répéter. « Nom et carte d'identité. » Darcy m'a expliqué. Ils prennent toujours le nom et la carte d'identité quand on entre dans l'un des lieux. On les récupère quand on part. C'est assez classique, et ça évite que les gens soient des connards à l'intérieur. Ils sont tenus pour responsables s'ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Enfin, allez Josh, on ne veut pas rater le départ. Elle m'a fait signe de lui donner mon permis de conduire, ce que j'ai fait après un moment d'hésitation. J'étais sur le point de commencer à entrer lorsque l'homme a levé la main pour m'arrêter. « Êtes-vous prêt à porter le masque du cœur et à accepter ce qu'il vous montrera ?» J'ai failli rigoler. J'ai jeté un coup d'œil à Darcy qui a acquiescé. Me tournant vers l'homme, j'ai repris mon sérieux et je lui ai dit que oui. Il acquiesça et baissa la main, nous laissant passer. Nous avons traversé ce qui avait été le hall d'une sorte de compagnie d'assurance d'après l'affichage, et je me suis d'abord dirigé vers l'ascenseur avant que Darcy ne m'oriente vers les escaliers. Y a pas d'électricité, hein, tu te souviens ? Son bras était lié au mien et elle m'a serré dans ses bras. Merci d'être venu avec moi, Josh. Ça signifie beaucoup pour moi. Je me suis senti rougir un peu et j'étais content qu'il fasse si sombre dans l'escalier. Merci de m'avoir emmené, hein. Je sais que c'est important pour toi et je veux savoir ce qui est important pour toi. Nous étions maintenant au 2e étage, qui était aussi stérile et sans vie que le premier, et nous nous dirigions vers le 3e. J'allais essayer de dire quelque chose d'autre, quelque chose d'intelligent ou d'attachant peut-être, mais j'ai remarqué un nouveau son au loin. C'était le bruit de gens qui criaient. Quelques mois avant ce premier chat, Jeanne et moi avons été confrontés pour la première fois à la mort. Nous étions chez notre tante Paula pendant l'une des périodes difficiles de notre mère, et comme par hasard, le père de l'oncle Jack est mort à la centrale électrique locale où il travaillait depuis près de 30 ans. Pas par électrocution non plus, il a simplement glissé et est tombé, se cognant la tête en tombant. Mais cela a plongé tante Paula et oncle Jack dans plusieurs jours de pleurs et d'organisation, de discussions et de déplacements d'un endroit à l'autre. Jeanne et moi, albatros que nous étions et qui n'avions nulle part où aller, avons été entraînés au funérarium, au tribunal des successions, au cimetière, au journal local. Nous avons essayé de rester discrets et à l'écart, et je pense que cela a fait partie du problème. Lorsque nous sommes arrivés au soir de la veillée funèbre, nous nous sommes mis dans un coin, moi racontant à Jeanne des histoires et des blagues pour essayer de lui faire oublier la foule d'étrangers qui nous entouraient. Nous avions l'habitude de nous amuser nous-mêmes, et il n'a pas fallu longtemps pour que nous bloquions en grande partie le monde extérieur. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il y avait de moins en moins de personnes dans la pièce avec nous. Puis, il n'y a plus eu personne du tout, mais nous pouvions encore entendre le murmure lointain des voix dans les autres salles du funérarium qui étaient ouvertes pour la veillée. Puis il n'y eut plus que le silence. J'ai dit à Jeanne que je devais aller vérifier quelque chose en essayant de garder ma voix calme, même si je me doutais déjà de ce qui s'était passé.
mais elle a voulu m'accompagner, et nous sommes sortis de la pièce où nous étions assis pour entrer dans une grande salle remplie de fleurs et de photos du père de l'oncle Jack. De là, nous sommes entrés dans une autre grande pièce remplie de chaises qui donnait sur un grand couloir à gauche. Le couloir et les pièces au-delà étaient tous sombres. Jeanne a commencé à tordre la manche de ma chemise, sa respiration se faisant par à-coups. Elle était paniquée. « Ils sont tous partis, ils nous ont laissés seuls ici », m'a-t-elle dit. Je me suis retourné et je lui ai pris les bras doucement, en la regardant dans les yeux. « Tout va bien, ils ont juste oublié, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des enfants avec eux, ils reviendront dans quelques minutes quand ils s'en souviendront », lui ai-je expliqué. Jeanne acquiesce et semble se calmer un instant, mais ses yeux s'écarquillent à nouveau. « C'est quoi ce bruit ?» me demanda-t-elle. J'allais dire que je n'avais rien entendu, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Il y avait de la musique quelque part. Elle était si douce qu'il était facile de la rater ou de la confondre avec un bruit aléatoire, mais elle était là, et cela ressemblait à une sorte de chanson. J'ai mis un moment à comprendre que cela venait de l'autre porte de la pièce, celle qu'ils avaient appelée la salle d'observation, là où se trouvait le corps. Je voulais aller voir ce que c'était, mais j'étais réticent à cause de Jeanne. À ma grande surprise, elle avançait déjà, m'entraînant avec elle. Comme dans le reste du bâtiment, la lumière tamisée de la salle d'observation était toujours allumée. C'était une petite pièce avec d'étranges rideaux de velours drapés sur les murs et un faux vitrail derrière lequel se trouvait une sorte d'ampoule qui donnait à l'ensemble une légère lueur multicolore. Sous la fenêtre se trouvait le cercueil, heureusement fermé. En regardant autour de moi et en cherchant la source de la musique, je n'ai pas mis longtemps à réaliser qu'elle ne provenait pas d'un haut-parleur du funérarium ou d'un téléphone portable oublié. Elle provenait de l'intérieur du cercueil. J'ai échangé un regard avec Jeanne et j'ai su qu'elle avait compris elle aussi. Je lui ai serré la main et nous nous sommes rapprochés. La musique avait un côté gentiment triste, comme quelque chose que l'on entend dans un film quand on essaie de nous faire pleurer. Mais c'était aussi différent. En m'approchant, j'ai réalisé qu'elle était différente de tout ce que j'avais pu entendre jusqu'à maintenant. C'était en quelque sorte plus vrai, plus réel, et je pouvais la ressentir au plus profond de moi. Je ne connaissais pas le mot à l'époque, mais cela me faisait mal à l'intérieur. J'ai appuyé mon oreille contre le cercueil, et après un moment, Jeanne a fait de même. Tandis que nous écoutions en nous regardant l'un l'autre, je me suis senti lentement immergé par cette musique. Les questions sur le pourquoi et le comment de la musique n'avaient plus d'importance, car je voyageais dans une obscurité intérieure, Jeanne à mes côtés. C'est le cri de soulagement de tante Paula qui m'en a sorti. « Jack, Jack, ils sont là !» Elle s'est précipitée pour nous serrer dans ses bras, nous éloignant du cercueil. Ma première envie a été de me débattre, d'essayer de revenir à la musique, mais je me suis rendu compte que la musique s'était arrêtée. Au lieu de ça, j'ai souffert des baisers, des excuses de notre tante, qui nous a conduits à l'extérieur et jusqu'à la voiture. Le directeur des pompes funèbres, qui avait quitté son costume noir pour un pantalon de survêtement et un t-shirt, était occupé à s'excuser auprès de l'oncle Jack, tandis que tante Paula s'excusait auprès de nous et de lui. Putain, tout le monde était seulement désolé. Ce n'est pas que j'étais vraiment en colère, mais je savais que nous avions trouvé quelque chose de très important, quelque chose de secret. J'ai dit à tante Paula que nous nous étions juste promenés un peu et que tout allait bien, que nous n'avions pas trop peur. Elle m'a regardé les larmes aux yeux. « C'est gentil de ta part, mon chéri, mais je sais que tu devais avoir peur. » Elle a reniflé fort et a continué. « Nous vous avons laissé là pendant 4 heures. Je suis vraiment désolé. » J'ai cligné des yeux et j'ai senti la poigne de Jeanne se resserrer sur ma main. « Quelle heure est-il » Jeanne a demandé. Tante Paula l'a regardée. « Il est presque 2h30 du matin, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. Après l'enterrement, demain, tu pourras dormir aussi tard que tu le souhaites, à condition de rester avec nous. Et je te préparerai un délicieux petit déjeuner à ton réveil. » Nous ne l'écoutions plus vraiment. 2h30 du matin, c'est impossible.
J'aurais estimé qu'entre le moment où j'ai entendu les gens pour la dernière fois et celui où ils sont revenus, il s'est écoulé au plus 1 heure. Mais quand j'ai levé les yeux vers l'horloge de la voiture pour vérifier, j'ai vu qu'elle avait raison. 2h27. On avait passé plus de 3 heures à écouter le cadavre. Épuisés, nous nous sommes endormis dès que nous nous sommes couchés. Mais le lendemain, Jeanne et moi en avons discuté plus longuement. Sa mémoire était la même que la mienne, et nous n'avions aucun moyen d'expliquer d'où venait la musique ou où était passé le temps. Alors, comme le font les enfants, nous avons fini par l'accepter et nous sommes passés à autre chose. Sauf que j'ai commencé à avoir des pensées étranges, des rêves étranges, et c'est ce qui a conduit au jour avec le chat dont je vous ai parlé au début, quand j'ai réalisé que Jeanne avait vécu la même chose et que quelque chose dans cette musique nous avait changés tous les deux pour toujours. J'ai reculé contre la main de Darcy. « Attendez, qu'est-ce que c'est ? Devrions-nous monter là-haut ?» Elle m'a regardé d'un air irrité et interrogateur et j'ai continué à voix basse. « Mais Darcy, il y a des gens qui crient là-haut !» Elle dégage sa main et fronce les sourcils. « Oui, ce qui veut dire qu'on a raté l'ouverture, » m'a-t-elle expliqué. Son expression s'est adoucie et elle a continué. « Écoute, je ne t'en ai pas dit plus parce que je ne voulais pas que tu paniques. C'est parfaitement sûr. Enfin, pas parfaitement sûr, mais suffisamment sûr. Je ne t'aurais pas emmené autrement. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu sois cool. Vous allez voir de la merde ce soir. Et vous allez devoir participer. C'est la règle. Mais vous ne ferez de mal à personne et personne ne vous fera de mal. Je vous le promets. » Elle m'a tendu la main et m'a frotté le bras. « Ça va ? Tu peux me faire confiance ? Vous tous les deux, vous pouvez me faire confiance ?» Je déglutis et acquiesce. Elle m'a serré rapidement dans ses bras et m'a repris la main, me conduisant au 3e étage où nous pouvions voir que des lumières électriques avaient été installées et fonctionnaient grâce à un générateur à gaz. Les cris s'étaient calmés. Et alors que nous nous dirigions vers ce qui avait été autrefois le hall central d'une entreprise, j'ai vu un petit groupe de personnes regroupées autour d'une sorte de table ou d'un appareil. Les bureaux en ruine et les murs des box avaient été repoussés vers les bords de la grande pièce. Et lorsque nous avons franchi cet anneau extérieur de détritus de bureaux et pénétré dans la lumière maussade des lampes de travail qui avaient été installées, j'ai pu voir ce qui semblait être le corps nu d'un homme allongé sur une table métallique réglable, incliné de manière à ce que ses pieds soient proches du sol. L'angle était tel qu'il aurait pu glisser s'il n'y avait pas eu la plateforme surélevée à l'extrémité où reposaient ses pieds et les épaisses courroies de cuir autour de sa taille et de son cou. J'étais sur le point de demander à Darcy ce qu'il faisait à ce type lorsque quelqu'un a fait un pas vers la gauche, révélant son torse. Il y avait un trou rouge et humide à la place de sa poitrine. Cela me rappelait les voitures que j'avais vues auxquelles il manquait un capot. Un grand rectangle de peau, de muscles et d'os avait été coupé dans sa poitrine sur une largeur d'environ 1 mètre et une longueur d'environ 1,5 mètre. À l'intérieur, on pouvait apercevoir des organes dans l'obscurité sanglante. Je me suis tourné vers Darcy, à peine capable de respirer. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont tué ce type ?» Je chuchotais, mais nous étions assez proches des autres pour craindre qu'ils ne m'entendent. Elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas grave. Ils reçoivent des cadavres. Ce sont des corps de l'école de médecine voisine qui ont été donnés. Ce sont des gens sans famille de la morgue du comté. Alors oui, ils ont tous été volés, mais il ne manque à personne puisqu'ils n'ont pas de famille. » Elle allait dire quelque chose d'autre lorsqu'une femme aux cheveux gris, portant une longue robe et une courte canne noire, s'est approchée de Darcy et l'a serrée dans ses bras. « Darcy, tu es venue. Je suis si contente que tu aies pu venir. » Les yeux sombres de la femme se tournent vers moi. « Et qui est ton ami ?» Son ton n'était pas hostile, mais il n'était pas chaleureux non plus. J'avais l'impression d'être un invité indésirable à un dîner. Darcy a l'air imperturbable et sourit à la femme. « C'est bon de vous voir aussi. Voici Josh, c'est... » Elle m'a jeté un regard. « Eh bien, je suppose qu'on peut dire que c'est mon petit ami. »
J'ai senti mon cœur s'emballer un peu lorsqu'elle m'a appelé son petit ami, même dans ces circonstances. Jusqu'à présent, nous avions été très lents à mettre un nom à notre relation. Et même si je l'avais appelée ma petite amie à plusieurs reprises, c'était la première fois que je l'entendais utiliser ce terme. J'étais en train de me reprocher de m'être trompé dans mes priorités quand la femme s'est mise à parler avec grande excitation. « Les jumeaux sont là, vous y croyez ?» Quoi que ça veuille dire, Darcy était manifestement excitée elle aussi. Elle m'a regardé et a souri, les yeux brillants. « C'est génial, ce sont les jumeaux qui ont commencé tout ça il y a quelques années. J'ai entendu dire qu'ils avaient quelques groupes différents à travers le monde, mais qu'ils ne venaient qu'occasionnellement en personne pour les superviser. On a vraiment de la chance !» J'ai jeté un nouveau coup d'œil au cadavre, ayant du mal à détacher mon regard de ce vide rouge et déchiqueté dans sa poitrine. « Quel est le rapport avec le cadavre ?» Les gens commençaient à applaudir et à se réjouir, et Darcy me fit taire avant de m'entraîner derrière son ami, tandis que nous nous dirigions vers le cercle intérieur. De l'autre côté du cercle, un jeune couple d'une trentaine d'années semblait entrer, mais tous deux avaient des cheveux d'un blanc éclatant. C'était un cadre étrange et discordant par rapport à leur peau lisse et à leurs traits frappants, et les cheveux eux-mêmes semblaient bien trop sains pour avoir été blanchis par des produits chimiques ou par l'âge. Entre leur apparence physique et leurs vêtements de luxe, je me demandais ce qu'ils pouvaient bien faire ici. J'ai remarqué la façon dont ils se comportaient, la façon dont tout le monde les respectait. Ils étaient extrêmement à l'aise ici et ils contrôlaient la situation. La femme s'avance, sa voix est douce mais forte lorsqu'elle se présente. « Je m'appelle Jacqueline Forrester, mais vous pouvez m'appeler Jeanne. » Un rire excité se fait entendre dans la foule à propos de ce qui semble être une plaisanterie familière à beaucoup. Comme beaucoup d'entre vous le savent, voici mon frère Martin. Ce soir, nous allons faire un voyage ensemble. Un voyage comme vous n'en avez jamais. Enfin, à moins que vous ne l'ayez déjà fait. Nouvelle pause et nouveau rire doux. Mais pour les nouveaux venus, voici les règles. Elle recula et Martin s'avança, faisant un signe de tête à sa sœur avant de se tourner vers la foule. Première règle, vous devez participer, il n'y a pas d'exception. Règle 2, vous ne pouvez jamais parler à une autre personne de ce que nous faisons ici ou de ce que vous voyez et entendez, à moins que vous ne l'emmeniez avec vous à l'avenir. Dans ce cas, vous ne pourrez le faire qu'une fois qu'ils auront franchi le seuil et qu'ils seront également liés par nos règles. Je ne comprenais rien. J'ai jeté un regard à Darcy qui a haussé les épaules en s'excusant. Ensuite, Martin continua. Troisième règle, vous attendrez votre tour. Ici, on ne discute pas, on ne se bat pas et on ne tolère aucune impolitesse. Il haussa les épaules. Et c'est tout. Oh oui, encore une chose. Si vous pensez vouloir enfreindre l'une de ces règles, rappelez-vous. Il désigna le cadavre avec un sourire. Nous avons toujours besoin d'un nouveau corps. Il gloussa en reculant et il eut une autre vague de rire, mais celle-ci semblait porter une note d'inquiétude. La fille qui se faisait appeler Jeanne a levé les bras, et j'ai compris à l'excitation palpable qui régnait dans la foule qu'il s'agissait d'une cérémonie ou d'un rituel naissant. En souriant, elle nous a regardés tout en parlant. « Bienvenue à vous tous. Puissiez-vous bien porter le masque de cœur et plonger votre regard dans l'éther de la nuit. » Je regardais les gens faire la queue pour porter à leur tour le masque du cœur. Comme je l'ai rapidement appris, il s'agit de mettre un grand tablier comme on le ferait pour se faire couper les cheveux, de se pencher devant le cadavre dont la poitrine a été creusée et d'enfoncer son visage dans la plaie. La première fois que j'ai vu cela, j'ai été tellement choqué que je n'ai pu que regarder fixement. Quelques personnes ont retenu leur souffle, mais la plupart d'entre elles étaient munies d'une longue paille pliable en plastique ou en métal qu'elles utiliseraient comme une sorte de tuba pendant leur plongée macabre dans cette grotte sombre et humide. Tout le monde, ou presque, en est ressorti avec un visage ensanglanté qui souriait d'une oreille à l'autre. J'ai regardé Darcy et j'ai parlé à voix basse. « Qu'est-ce que tu m'as amené à faire ?» Elle grimace légèrement.
J'aurais bien voulu t'en dire plus, mais c'était contraire au règlement, et tu ne serais probablement pas venu. Et c'est quelque chose que je voulais que tu expérimentes, que je voulais que nous vivions ensemble. » Elle marque une pause, puis ajoute « Ce n'est que ma deuxième fois. La première fois, c'était à Topeka, et c'était loin d'être une foule aussi cool. Je veux dire, ça a marché, mais j'ai de grands espoirs pour ce soir. » Je voyais bien qu'elle était excitée, mais je ne m'en souciais plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça a marché? Quel est le but? C'est quoi les terres de la nuit? Elle m'a donné un coup de coude pour que la ligne dans laquelle nous étions apparemment avance. Puis elle a commencé à expliquer. Les jumeaux, ils ont trouvé un moyen d'utiliser un cadavre pour voir dans un autre monde. Je suppose qu'il s'agit d'une autre dimension, je ne sais pas. Mais en gros, on ouvre la cage thoracique comme ils l'ont fait, puis on verse du sang sur les organes. En général, on utilise un peu de sang de jumeaux. Mais j'ai entendu dire que d'autres sangs fonctionnaient, mais pas aussi bien. Une expression d'irritation passa sur son visage. Ils ont dû préparer le corps avec du sang dès que l'ouverture a été faite. C'est pourquoi nous l'avons manqué. C'est en tout cas comme ça qu'ils faisaient avant. Elle agita la main comme pour effacer une pensée. Quoi qu'il en soit, ils mettent le sang à l'intérieur, puis on met notre visage dans le trou. Les yeux ouverts ou fermés, je crois que ça n'a pas d'importance. Au bout de quelques secondes, on se rend compte qu'on voit quelque chose, à un autre endroit. Ils appellent ça les terres de la nuit. La file d'attente s'est encore allongée. Alors tu comprends à quel point c'est insensé? Est-ce qu'ils mettent du LSD dans le cadavre ou quelque chose comme ça? Je chuchotais. Mais plus je m'énervais et plus j'avais peur, plus j'avais du mal à parler à voix basse. Ce que tu dis n'est pas possible, et de toute façon je ne vais pas mettre mon visage dans un putain de cadavre. La bouche de Darcy s'est transformée en une fine ligne. Écoute, je comprends. Tu n'as pas l'habitude de ce genre de choses. Tu as peur, mais je te dis que c'est bon. Les corps sont toujours propres et n'ont pas de maladie. Et tout ce que tu as à faire, c'est de porter le masque pendant quelques secondes. Ensuite, tu pourras partir si tu le souhaites. Mais j'espère que... Je lui ai coupé la parole. Non, je pars tout de suite. Et si quelqu'un essaie de m'arrêter, j'appelle les flics. Darcy s'est soudain avancé, empoignant fermement ma chemise. Son regard était féroce. Écoute, il faut que tu te réveilles. S'ils le veulent, ils peuvent te tuer et laisser les morceaux de ton corps éparpillés sur 3 pâtés de maison avant qu'un flic n'arrive. Mais ils ne le feront pas. Ils te demanderont de rester. Si tu refuses, ils s'écarteront et te laisseront partir. Et dans un mois, tu disparaîtras, putain. Elle roule des yeux. Et comme je t'ai amené, j'aurai probablement droit à la même chose, voire pire. C'est ce que tu veux? Je ne savais pas quoi lui répondre, alors j'ai simplement dit non. Elle acquiesce, relâche ma chemise et me tend une paille en plastique. Très bien alors. Va te préparer et on va s'en sortir. Si tu ne veux plus me voir après ce soir, je comprends. Mais pour les 30 prochaines minutes, j'ai besoin que tu restes mon petit ami et que tu fasses comme si tu en avais quelque chose à faire. Je voulais répondre, mais je n'en voyais pas l'intérêt. Je savais qu'elle était manipulatrice, qu'elle jouait sur mes sentiments pour elle et sur mon sens de la galanterie pour me faire accepter. Mais en même temps, je ne pensais pas qu'elle mentait. Elle nous avait mêlés à une foule très dangereuse et j'allais devoir aller jusqu'au bout. 10 minutes plus tard, c'était au tour de Darcy. La femme aux cheveux gris qui nous avait accueillis plus tôt s'était précipitée et était déjà dans un coin en train de s'essuyer le visage avec une serviette humide. Nous étions à la fin de la file d'attente, avec seulement un adolescent maigre au regard maussade derrière moi. J'avais l'impression de pouvoir à peine respirer, partagé entre la crainte de ce qui allait arriver et l'envie d'en finir. En regardant autour de moi, la plupart des gens étaient regroupés, parlant avec enthousiasme ou s'essuyant le visage. Les jumelles se tenaient à l'écart, observant en silence, un petit sourire sur leurs lèvres pâles et parfaites. Puis Darcy s'est tourné vers moi, le visage parsemé de taches de sang. Je me suis rendu compte qu'une grande partie du sang avait déjà été effacée par les fous précédents, et cela m'a amené à penser à mettre mon visage au même endroit que tous ces gens, cadavres propres ou pas. J'ai intérieurement grimacé, mais il était trop tard pour m'en préoccuper.
Darcy me regardait avec impatience. Alors j'ai serré la paille entre mes dents, en veillant à ce que l'autre extrémité soit dirigée vers l'arrière de ma tête, et je me suis penché. Même maintenant, je pouvais sentir le froid qui irradiait du corps, et à cette distance, je voyais les organes internes bien trop clairement. J'ai senti la bile monter dans ma gorge et j'ai lutté pour la faire redescendre. Il est temps d'en finir. Allez, je compte jusqu'à 10 et je sors d'ici. J'ai mis ma tête à l'intérieur, les yeux fermés et le souffle retenu dans mes poumons. Je n'avais pas l'intention de rester à l'intérieur assez longtemps pour avoir besoin d'utiliser la paille. J'ai senti la douceur lisse se presser contre mon visage lorsque je me suis penché. Les bords rugeux de la cage thoracique sciaient, grattant légèrement mon oreille droite, tandis que ma tête s'enfonçait dans le sol. J'ai commencé à compter dans l'obscurité, derrière mes paupières. 1, 2, 3. J'ai vu quelque chose. Au début, j'ai cru que c'était juste des flashs et les images rémanentes bizarres que l'on voit quand les yeux sont fermés et appuyés contre quelque chose. Et j'ai continué à compter. 4, 5. Non, attendez. Je voyais vraiment quelque chose. C'était une large bande de plage baignée d'un clair de lune pâle. Le sable ressemblait à de la poudre verte. Mais c'était difficile à dire avec certitude. J'ai voulu tourner la tête et j'ai constaté qu'à cette seule idée, ma vision a pivoté pour regarder l'océan noir. Au début, l'eau était calme, sans aucun signe de vague ou de marée. Mais plus loin, j'ai vu un remue-ménage. Quelque chose de grand sortait de l'eau. Sa tête et son long cou penché dépassaient le miroir noir de l'océan alors qu'elle se dirigeait vers le rivage. Sa tête en forme d'enclume étant couverte de pointes d'ambre rougeoyantes qui, d'après ce que j'ai compris, étaient ses yeux. Je savais que la chose pouvait me voir, qu'elle me regardait, et j'avais l'impression qu'elle ressentait la même chose que moi, une certaine familiarité. Au fur et à mesure que la chose s'approchait, j'entendais un chant étrange sortir d'elle. Elle chantait pour moi, et je sentais mon cœur se gonfler et vibrer au rythme d'une réponse. Je n'avais jamais ressenti autant de joie et de justesse de toute ma vie. Et quand on m'a soudainement éloigné de ce cadavre qui se décomposait lentement, j'ai poussé un gémissement comme un enfant que l'on arrache au confort chaleureux du ventre de sa mère. J'ai lutté avec des mains inconnues pour y retourner. Mais une voix a coupé court à mon besoin frénétique et m'a fait me retourner pour en chercher la source. C'était la femme connue sous le nom de Jeanne. Elle me souriait et posait une main sur ma joue sale tandis que je la regardais. « Voilà maintenant, reviens vers nous, tu t'es si bien débrouillé », m'a-t-elle dit. J'ai ressenti un petit élan de fierté alors que j'essayais de retrouver mes repères dans l'ancien monde. « Ta petite amie m'a dit que c'était ta première fois ?» m'a-t-elle demandé. J'ai fait un signe de tête muet, le son de sa voix m'emplissant d'un sentiment de confort et de plaisir profond. Elle me rappelait la musique que j'avais entendue dans les terres de la nuit. C'est ce que j'ai dit, mes mots étant lents et marmonnés. Les yeux de Jeanne s'écarquillèrent et je vis son frère s'agiter dans mon champ de vision périphérique. « De la musique ? Tu as donc entendu de la musique quand tu étais là-bas ?» J'ai à nouveau hoché la tête. C'était merveilleux. Cela venait de... Je ne sais pas ce que c'était, mais je le savais d'une manière ou d'une autre. Il y avait une certaine forme de familiarité. Le sourire de Jeanne s'était élargi et elle avait des larmes au coin des yeux. Martin, quant à lui, s'était avancé et me donnait une tape dans le dos, me félicitant pour quelque chose. Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait exactement, mais je supposais que c'était une bonne chose. Je voulais juste qu'elle continue à parler. Et je voulais qu'il m'aide à retrouver cet endroit merveilleux. Un homme portant une sorte de gilet tactique et ce qui ressemblait à une mitraillette s'est soudain approché et a chuchoté à l'oreille de Martin. Avant, j'aurais été terrifié à l'idée que des hommes armés se cachent dans l'ombre, mais maintenant, c'était plutôt de la curiosité.
Je voulais entendre ce qu'il disait à Martin pour que sa bonne humeur se détériore si rapidement. Mais tout ce que je pouvais distinguer, c'était 2 mots qui ressemblaient à souris et griffes. Cela n'avait aucun sens, mais cela a tout de même provoqué une forte réaction. Martin a jeté un coup d'œil significatif à Jeanne, puis s'est tourné vers moi. « Nous venons d'apprendre que nous allons recevoir des invités indésirables dans environ 5 minutes, alors nous devons y aller. Nous aimerions que vous veniez avec nous si vous le voulez bien. » J'ai jeté un coup d'œil à Jeanne, puis à lui. « Oui, bien sûr, je veux comprendre. Jeanne a rayonné et m'a serré rapidement dans ses bras. Lorsqu'elle s'est éloignée, elle a jeté un coup d'œil vers moi. « Tu peux amener ta petite amie si tu veux, » m'a-t-elle dit. Je me suis retourné pour suivre son regard et j'ai vu Darcy qui se tenait à quelques mètres, le visage à peine nettoyé et la bouche ouverte. Je l'avais complètement oubliée, mais je ne voyais pas vraiment en quoi elle comptait maintenant. « Oui, je suppose qu'elle peut venir si elle le souhaite. » À mes mots, l'expression de Darcy devint blessée, mais elle se reprit assez vite pour dire qu'elle adorerait se joindre à nous, m'avançant pour me prendre le bras. J'ai lutté contre une vague d'irritation et je me suis retourné vers les jumeaux. Martin me tendit une serviette et nous fit signe de le suivre. 2 minutes plus tard, nous descendions des marches et montions dans un SUV noir qui était prêt et attendait juste à l'extérieur du bâtiment. Alors que nous démarrions, j'ai vu la lueur orange et furieuse des feux allumés au 3e étage. Dans l'obscurité, je me suis rapidement assoupi dans le silence de mes nouveaux amis et avant même de m'en rendre compte, je m'étais endormi. Cela fait 2 mois que j'ai porté le masque du cœur pour la première fois et j'ai fait beaucoup de progrès. Après avoir contemplé les terres de la nuit pour la première fois et avoir été emmené par Jeanne et Martin, j'ai sombré dans un profond sommeil alimenté par l'épuisement physique et mental. Je me suis réveillé près de 2 heures plus tard, alors que nous nous arrêtions devant la maison privée des jumeaux. C'était un manoir moderne, tout en angle vif et en pierre, avec de grandes fenêtres qui ne laissaient rien voir de l'intérieur grâce à une sorte de traitement du verre. J'apprendrai que, de l'intérieur, les fenêtres offraient une vue claire et lumineuse sur les bois qui entouraient la maison fermée. Mais si l'extérieur semblait austère et intimidant, l'intérieur était tout le contraire. Il était chaleureux et accueillant, avec des pièces douillettes remplies de meubles confortables. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai constaté que Jeanne et Martin étaient à peu près pareils. Ils se distinguaient toujours par leur étrange beauté et par le charisme et la présence qui semblaient émaner d'eux sans aucun effort perceptible. Mais après avoir appris à les connaître, il est devenu évident qu'ils étaient aussi des gens très gentils, très vrais. Ils nous ont invités à rester avec eux, même s'il était clair que l'invitation de Darcy était subordonnée à mon acceptation de rester. Nous ne risquions pas de refuser l'offre, ni l'un ni l'autre. Je voulais absolument en savoir plus et retourner dans les terres de la nuit. Et Darcy était tout aussi désespérée. Cela peut sembler peu charitable, mais ma vision d'elle était si différente maintenant qu'elle l'était auparavant. Elle ne sanglait guère plus qu'une groupie aux yeux affamés, et chaque jour qui passait, il semblait plus clair que ma place était chez les jumeaux et non chez elle. D'une part, il semble que mon expérience dans les terres de la nuit était rare. Tous ceux qui avaient suivi le rituel du masque du cœur avaient vu quelque chose, mais seule une poignée d'entre eux avaient vu autant de choses que moi, et encore moins avaient entendu quoi que ce soit. Lorsque j'ai parlé à Darcy de son expérience, elle m'a raconté qu'elle avait traversé une sorte de pelouse manucurée en flottant vers ce qui ressemblait à une maison de maître en marbre rouge foncé. Elle a dit qu'au début, elle était très excitée, mais qu'elle a ensuite vu ce qui ressemblait à un corps allongé sur les marches de la maison rouge, comme une poupée abandonnée. C'était une jeune femme, ou plutôt ce qu'il en restait. Le côté gauche de son corps avait disparu, comme s'il avait été arraché comme on déchire une serviette en papier en 2. Darcy a dit que c'était étrange, car d'un côté elle était effrayée et dégoûtée, mais elle avait l'impression de ne pas avoir de corps pour ressentir les effets physiques de ses sentiments. Elle s'est sentie encore plus déconnectée et insatisfaite,
Mais cela lui a aussi permis de tolérer l'étude du corps dans ses moindres détails. Elle n'a pas vu le clair de lune lorsqu'elle y est allée, mais elle a pu voir, même si elle a pu constater que le ciel était sombre. En se rapprochant du corps, elle ne pouvait pas dire avec certitude depuis combien de temps il était là, mais sa peau était étrange et craquelée. Il portait les restes d'une chemise, et sur les restes de tissu, elle vit ce qui ressemblait à une petite épingle en laiton. Il s'agissait d'un éclair entouré de 3 étoiles, et au centre, on pouvait lire « Johnny Quick, maître magicien ». Elle a essayé de tendre la main vers le corps, mais elle a été ramenée au 3e étage de l'immeuble de bureaux abandonné. J'ai trouvé son histoire très intéressante, mais après l'avoir interrogée plusieurs fois pour avoir plus de détails, j'en ai eu fini avec elle. Nous avons voyagé avec les jumeaux pour assister à plusieurs autres rituels du masque du cœur, et j'ai vu d'autres choses merveilleuses. À chaque fois, il s'agissait d'une nouvelle partie des terres de la nuit. Et à chaque fois, j'étais capable de voir et d'entendre plus de choses, de rester dans ce monde plus longtemps. Mais c'était là le problème. Je n'étais pas vraiment dans ce monde. Enfin, pas encore. Le rituel du masque du cœur m'a fait penser à une promenade touristique en sous-marin que j'ai faite une fois quand j'étais enfant. Le sous-marin n'était en fait qu'un bateau à fond de verre doté de fenêtres latérales sur le pont le plus bas. On était assis à une 15aine de mètres sous l'eau, apercevant au loin les poissons en passant devant quelques plaques de corail et de rochers. Beaucoup d'enfants et d'adultes sur le bateau semblaient ravis, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. C'était plus un jeu d'enfant qu'autre chose. Voici un monde magnifique et mystérieux que l'on peut observer, mais dont on ne peut vraiment pas faire partie. Tout comme le sous-marin, le masque de cœur vous permet de voir certaines choses, mais seulement pendant de courtes périodes. Et vous n'êtes jamais vraiment là-bas. Vous ne pouvez pas sentir les vents qui traversent l'étrange forêt que j'ai vue lors d'un après-midi orange faiblement éclairé. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur de l'herbe des plaines ponctuée de plusieurs grandes colonnes de pierre jaune qui s'enroulent de manière impossible et s'élèvent hors de vue. Vous ne pouvez pas toucher le bois rouge foncé de l'énorme arbre qui s'élevait sur la roche dure d'une montagne verte, étirant ses branches vers le ciel comme un roi provocateur proclamant l'assujettissement de tout ce qu'il surveillait. Quant à moi, je n'ai aucun intérêt à soumettre ou à contrôler quoi que ce soit d'autre que moi-même. Je veux être maître de mon existence, et je veux que cette existence se poursuive dans les terres de la nuit. Pas dans ce monde terne, dans lequel je suis forcé de retourner après chaque masque de cœur. Martin et Jeanne ont essayé de me consoler, en me disant qu'ils comprenaient ma frustration, mais qu'il y avait beaucoup à apprendre en observant, et que c'était bien plus sûr. Mais je ne veux pas être consolé. Je veux trouver un moyen de m'en sortir, et je pense savoir quel est ce moyen. Pour être honnête, l'idée me trotte dans la tête depuis un certain temps. C'est pourquoi je n'ai pas complètement ignoré Darcy au cours des 3 dernières semaines. Je la fais marcher en lui montrant un peu d'affection, et plus important encore, en lui donnant un certain accès à moi et aux jumeaux. Je ne sais pas si Martin et Jeanne auraient le cœur de la renvoyer de toute façon, mais je pourrais faire partir Darcy si je le voulais. Elle est bien plus utile ici avec moi. La narration se fait maintenant du point de vue de Martin. Je n'aime pas Josh, je ne lui fais pas confiance. Je l'admets, tout comme Jeanne, j'ai d'abord été aveuglé par le fait de trouver quelqu'un d'autre avec un tel talent pour voir à travers le masque du cœur. Et elle et Josh sont devenus proches, ce qui est encore plus précieux. Je pense que Jeanne aime notre vie, et notre statut dans ces cercles occultes nous apporte beaucoup d'avantages. Mais c'est aussi une vie très solitaire. Il est difficile d'entretenir des amitiés ou des relations lorsque tous ceux que vous rencontrez sont soit des flagorneurs, soit des usurpateurs. J'ai essayé d'être un bon frère et un bon ami pour elle, mais elle a besoin de plus que moi. Au début, Josh la fait rire. Elle semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années, et le fait d'assumer le rôle de guide d'un autre téléspectateur talentueux lui convenait vraiment. Mais Josh, il n'est jamais satisfait. Je connais ce regard affamé.
Jeanne et moi l'avons souvent eu au cours des premières années qui ont suivi le salon funéraire et le premier meurtre. Nous avions un nouvel instinct en nous et il était fort. À nous deux, nous avons mis au point la technique du masque du cœur. Et nous avons également découvert que les corps humains étaient les plus efficaces pour diverses raisons. Nous avons établi des contacts avec des personnes dans différentes parties du monde qui pouvaient nous fournir régulièrement des cadavres frais qui ne manqueraient pas. Au cours des années qui ont suivi, nous avons vu et appris beaucoup de choses. Mais peu de temps après avoir mis au point le masque du cœur, nous avons eu envie d'en faire plus. D'aller physiquement dans les terres de la nuit. De faire les choses terribles, nécessaires pour y parvenir. Nous avons appris à contrôler et à réprimer cette envie. Et c'est ce que je voulais pour Josh aussi. Mais je perds espoir que ce soit possible. Il est de plus en plus obsédé et étrange. Il se renferme sur lui-même la plupart du temps. Et je peux dire que l'humeur de Jeanne s'est dégradée, car elle est négligée par son nouvel ami. Pire encore, je crains qu'il ne soit en train d'abuser de cette pauvre fille, Darcy, ou du moins de la déformer. Je ne la vois presque plus, et quand je la vois, elle est comme un fantôme qui traverse la maison. Son visage est pâle et décharné, et ses yeux sont hantés. Lorsque j'essaie de lui demander ce qui ne va pas, elle se contente de sourire poliment et de dire que tout va bien. Elle me remercie encore une fois pour notre hospitalité et s'en va. Pauvre fille. Je suis devenu paranoïaque quant aux intentions de Josh, ce qui m'a amené à prendre certaines précautions. J'ai commencé à vérifier quotidiennement notre réserve de sang réfrigérée. Nous en envoyons périodiquement à des collègues de confiance et nous reconstituons la réserve à partir de nos corps selon les besoins. Mais un registre précis est toujours tenu. Jusqu'à aujourd'hui, ce registre a toujours correspondu au contenu du réfrigérateur. Les rituels du masque du cœur sont strictement interdits dans cette maison sans ma supervision ou celle de Jeanne. Et je sais qu'il n'y a pas de cadavre sur la propriété en ce moment. Je soupçonne fortement Josh d'avoir volé le sang. Et je crains de savoir à quoi il compte l'utiliser. Je prie pour avoir tort. L'histoire se déroule maintenant du point de vue du narrateur Josh. Je sens la membrane qui sépare les deux mondes réagir à ma présence. Elle ne se sépare pas pour moi, mais lorsque je la pousse, elle cède. La vitre est devenue un film plastique, et si je trouve le bon endroit et que j'appuie suffisamment fort, je pourrais peut-être percer un trou assez grand pour m'y faufiler. Je suis de retour sur la plage pour la première fois depuis ma première fois. Et bien que je ne vois pas encore cette créature merveilleusement familière, j'entends son chant. Elle m'appelle, me demande de la rejoindre. Je trouverai un moyen de passer. Mais ensuite, on m'éloigne. Je suis de retour dans les lumières vives et l'air vicié de ma chambre chez les jumeaux. Le visage de Martin est un masque de rage et de dégoût alors qu'il me pousse loin du corps de Darcy. Je dis corps parce qu'en me retournant pour la regarder, je vois que les derniers stades du choc se sont installés et qu'elle est enfin en train de mourir. Je pousse un cri de désespoir, mais Martin est de nouveau sur moi, me poussant contre le mur. « Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi fallait-il que tu le fasses ? Pourquoi t'as tué Darcy ?» me demande-t-il. Les questions de Martin me troublent. La raison pour laquelle j'ai fait ça était évidente. Je sais que porter le masque du cœur avec un cadavre est suffisant pour voir et entendre, mais pas pour passer à travers. Si je veux vraiment aller dans les terres de la nuit, il faut que la peau de mon visage sente le contact d'un cœur qui bat encore. Je lui demande, sincèrement curieux, s'il n'a pas compris cela. Que si Jeanne et lui ne l'avaient pas encore compris, je pourrais les aider à trouver le chemin. Son expression est toujours en colère, mais ses yeux sont tristes lorsqu'il répond. « Oh, nous le savons, et nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas des meurtriers. À part quelques animaux quand nous étions enfants, avant de savoir comment contrôler nos pulsions, nous n'avons jamais fait de mal à personne, » me dit-il. Je fronce les sourcils. « C'est des conneries, je ne te crois pas. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? Ce qui compte, ce sont les terres de la nuit, pas ce trou à rats, pas ces gens stupides qui vivent leur vie morne et stupide. Ce que nous faisons est important.
lui expliquai-je. Son regard est redevenu brûlant et j'ai reculé d'un pas. Ce que nous faisons? Non. Ce que Jeanne et moi faisons, c'est explorer les terres de la nuit d'une manière sûre et responsable, sans que personne ne soit blessé. Ce que tu fais, toi... A-t-il pointé du doigt le trou béant dans la poitrine de Darcy? Est brutal et malsain. C'est un meurtre. Il soupire. Et je comprends. Ces pulsions, elles font partie de toi maintenant. Ça n'arrive pas à la plupart des gens, mais ceux d'entre nous qui sont plus sensibles, qui peuvent entendre les chants de cet endroit, eh bien, ça les change. Il a tendu une main et l'a posée sur mon épaule. Nous avons appris à contrôler la façon dont il nous affecte, et nous avons essayé de le faire pour toi aussi. Pourquoi n'as pas-tu pu... Ces mots se sont transformés en un souffle de douleur lorsque j'ai planté le couteau profondément dans son estomac. Il est tombé à la renverse sur le sol, et j'ai pris le temps de fermer la porte à clé avant de revenir vers lui. Je prends un risque en vous disant cela. Je ne veux pas que Martin meure avant que je puisse l'utiliser pour passer de l'autre côté. Je ne veux pas avoir à trouver quelqu'un d'autre et à l'utiliser à sa place. Jeanne, tu as été gentille avec moi, et j'ai pensé que tu méritais de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Je tiens à toi et à Martin, mais je dois me rendre dans les terres de la nuit, et je ne vois pas de meilleur moyen que de passer par le corps encore vivant de l'un des deux célèbres jumeaux. Essaie de comprendre, et rejoins-moi si tu trouves un moyen. La narration se déroule maintenant du point de vue de Jeanne, la sœur jumelle de Martin, qui a invité Josh et sa sœur Jeanne à rester chez elle. Lorsque je suis rentré cet après-midi-là, la maison semblait vide. D'une certaine manière, elle l'était. Comme je n'arrivais pas à ouvrir la porte de Josh, je l'ai déverrouillée avec force et je suis entré. Une partie de moi est morte en voyant ce que j'ai vu. Le corps de Darcy gisait immobile et ensanglanté sur le lit. Et Martin, mon cher Martin, était attaché au pied d'une grande armoire dans le coin, son corps ayant été ouvert du haut de la poitrine jusqu'au nombril. Je devinais aux traces de sang sur le sol qu'il avait été blessé ailleurs dans la pièce et qu'il avait rampé avant d'être traîné et attaché à l'armoire. Je me suis effondré à côté de son corps, incapable d'émettre une larme ou même un son au début. J'ai pris sa grande main ensanglantée dans les deux miennes et je l'ai embrassée. « Je suis désolé », ai-je finalement réussi à dire. « Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû le laisser entrer, je n'aurais pas dû l'inviter. Je sais que tu étais inquiet à ce sujet à propos de lui. Tu as essayé de ne pas le laisser paraître parce que l'avoir près de moi me rendait heureuse. Mais je savais. Oh mon Dieu. Je savais et je l'ai ignoré parce que j'étais égoïste et que je pensais pouvoir le contrôler, l'empêcher d'aller trop loin. » Ma vision de Martin était troublée par les larmes et j'ai serré son cou contre moi, en prenant soin de ne pas trop m'approcher de la cage thoracique. Je savais où Josh était allé. Et je n'étais pas sûr qu'il y ait un moyen de revenir, encore moins en passant par le cadavre de Martin. Mais je ne voulais pas prendre de risque. Me levant et m'essuyant le visage, j'ai trouvé mon téléphone et j'ai appelé notre service de nettoyage spécial. Pour récupérer et incinérer les deux corps. Je m'assurerai qu'ils aient tous les deux un enterrement et des hommages appropriés, mais cela viendrait dans les jours à venir. Pour l'instant, je devais passer un autre appel. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fouillé dans le tiroir supérieur de ma commode jusqu'à ce que je trouve la carte. C'était une carte simple, sans graphisme ni accroche tape à l'œil. Elle indiquait simplement « Jaeger Solutions Inc. » et donnait un numéro de téléphone. Je me suis demandé si je devais appeler ou non. Je ne savais pas si je ne risquais pas d'aggraver la situation. Mais non. Je devais faire ce qui est responsable, ce qui est juste, pas ce qui est facile. C'est ce que Martin avait toujours dit. Et c'était vrai. Je ne savais pas ce que signifiait pour Josh le fait d'aller dans les terres de la nuit. Mais je sentais que c'était très important, et plus grand que moi ou que le rituel du masque de cœur. Je m'essuyai à nouveau les yeux et composai le numéro. Allô ?
Jaker Solutions, comment puis-je vous aider? Je me suis senti mal à l'aise face à la grosse incertitude que j'entendais chez mon interlocuteur. Je me serais même demandé si j'avais le bon numéro s'il n'avait pas dit le nom. Pourtant, je devais leur donner une chance. J'ai besoin de parler au docteur Baron, s'il vous plaît. C'est une urgence. Une pause, puis une réponse. Il n'est pas là en ce moment. Je suis son petit-fils, Jason. Quel est le problème? J'ai regardé par la fenêtre dans le crépuscule qui s'intensifiait, et j'ai vu le fantôme de mon propre reflet qui me regardait. Cela m'a rappelé quand nous étions jeunes, Martin et moi passions des heures à jouer avec des miroirs et à essayer de nous faire rire l'un l'autre. Mon meilleur reflet, mon doux frère et ami, avait disparu. Et je me suis senti terriblement seul. Ravalant une boule dans la gorge, je me suis forcé à répondre « C'est mieux si nous parlons en personne. Dites à votre grand-père que c'est la fille qu'il a rencontrée à Seattle il y a quelques années, à l'ancienne usine de pneus. Il s'en souviendra. Et dis-lui que je suis prêt à lui dire ce que je sais sur les terres de la nuit. »